Quand mon père est décédé, je pensais être prête à tout. Le deuil, les souvenirs, même la solitude. Mais rien n'aurait pu me préparer au testament. Ma sœur, Clara, a tout eu. Le manoir, l'entreprise, l'argent. Et moi? Juste son vieux pick-up Peugeot 504 de 1994, rouillé, abandonné dans un coin du garage comme une mauvaise blague écrite dans le métal et la poussière. J'ai failli en rire à travers mes larmes. C'était peut-être sa punition finale pour avoir été la fille qui n'a jamais correspondu à son moule. Mais quand j'ai démarré le moteur, quelque chose d'étrange s'est produit. Le GPS s'est allumé avec une seule destination enregistrée, répétée chaque semaine depuis des années. Même coordonnées, même heure. La curiosité s'est transformée en angoisse. Mon père était beaucoup de choses, mais jamais négligent. Alors j'ai suivi la piste qu'il avait laissée derrière lui, au fin fond des montagnes. Et ce que j'y ai trouvé n'a pas seulement brisé mon cœur. Ça m'a glacé le sang. Je m'appelle Amélie Dubois, j'ai 29 ans, infirmière diplômée qui a passé la majeure partie de sa vie d'adulte à panser les blessures des autres tout en saignant silencieusement à l'intérieur. Quand le notaire nous a convoqués à son étude, je ne m'attendais pas à grand-chose. Mon père, Richard Dubois, n'avait jamais été un homme chaleureux ou sentimental. Il avait bâti un empire de béton et de diesel, pas de compassion. Mais au fond de moi, j'espérais que peut-être, pour une fois, il me verrait comme plus que la fille qu'il avait déçue. L'air à l'intérieur de l'étude était froid, imprégné d'une odeur de cuir et de vieux papier. Ma mère était assise à côté de moi, ses doigts tremblants serrant un mouchoir. Ma sœur, Clara, était impeccable comme toujours, les cheveux parfaitement coiffés, l'expression indéchiffrable. Le notaire s'éclaircit la gorge. Par ordre de feu monsieur Richard Dubois. Il commença à lire. Chaque mot sonnait comme un conte à rebours. À ma fille aînée, Clara Dubois, je lègue toutes mes parts d'entreprise, mes propriétés et mes comptes personnels. Clara se pencha en arrière dans son fauteuil, ses lèvres esquissant ce petit sourire victorieux que je ne connaissais que trop bien. Et à ma fille cadette, Amélie Dubois, le notaire hésita, parcourant la page du regard comme s'il souhaitait que les mots disparaissent. Mon véhicule personnel, un pick-up Peugeot 504 de 1994. Un silence, du genre qui vous coupe le souffle. J'entendais mon propre cœur battre plus fort que tout autre son dans la pièce. Maman tressaillit mais ne dit rien. Clara se tourna vers moi avec ce venin suave dans la voix. Je suppose que papa savait où se trouvait la vraie intelligence, dit-elle doucement. Je fixai droit devant moi, me mordant la langue si fort qu'elle avait un goût de métal. Quand ce fut terminé, les gens commencèrent à se lever, à se serrer la main, à offrir leurs condoléances comme si mon humiliation faisait simplement partie de la cérémonie. Je suis sorti sans dire un mot. Le soleil de l'après-midi brûlait trop fort lorsque je suis entré dans le parking. Mon reflet dans la vitre ressemblait à celui d'une étrangère, quelqu'un de plus petit, de plus silencieux, d'invisible. Ce soir-là, je suis retourné à la maison une dernière fois. Les lumières du manoir étaient allumées, des rires résonnaient faiblement de l'intérieur. Clara célébrait déjà. Je suis allé directement au garage. Le camion était là, couvert d'une fine pellicule de poussière et d'huile. L'odeur de métal et de vieillesse emplit mes poumons. Sa peinture bleue s'était ternie jusqu'à devenir grise. Les sièges en cuir étaient craquelés et usés. Pourtant, quand j'ai touché le volant, quelque chose s'est agité en moi, un étrange mélange de colère et de nostalgie. Mon père m'avait appris à conduire dans ce camion. Sa main sur le volant, sa voix sèche mais patiente. Contrôle la route, Amélie. Ne la laisse jamais te contrôler. Maintenant, les mêmes mains qui avaient autrefois guidé les miennes avaient choisi de ne me laisser que cette relique. J'ai tourné la clé. Le moteur a toussé, crachoté, puis a rugi. La poussière a tourbillonné dans le garage, et pendant un bref instant, j'ai eu l'impression qu'il était encore là, à regarder. Puis l'écran du GPS s'est allumé, et tout a commencé à changer. La lueur du vieux GPS vacillait sur le tableau de bord, faible et bleu contre le cuir craquelé. Je ne savais même pas que ces modèles pouvaient encore contenir des données. Mais c'était là, une seule destination enregistrée, gravée dans la mémoire de la machine. Le refuge oublié, dernier trajet effectué 47 fois. J'ai froncé les sourcils. Le refuge oublié? Je n'en avais jamais entendu parler. J'ai appuyé de nouveau sur l'écran. La carte a dézoomé, montrant une route sinueuse s'enfonçant profondément dans les Alpes au nord-est de Lyon.
Le journal de bord indiquait qu'il s'y rendait tous les vendredis. Même heure, même itinéraire. Depuis des années. Un frisson me parcourut. Mon père n'était pas le genre d'homme à faire des promenades mystérieuses. Chacun de ses gestes avait un but, un schéma. Je me suis penché en arrière sur le siège du conducteur, fixant l'écran. C'était absurde. Ce camion, cette route, ce secret. Pourtant, quelque chose en moi refusait de laisser tomber. Peut-être que c'était la colère. Peut-être la curiosité. Peut-être que je voulais juste trouver une seule raison pour laquelle il avait pensé que je valais la peine qu'on se souvienne de moi. J'ai fouillé dans la boîte à gants, cherchant un indice. De vieux reçus, des papiers d'inspection, son écriture soignée habituelle. Rien. Puis, caché derrière un manuel, j'ai trouvé un morceau de papier plié. C'était une carte, dessinée à la main au crayon, les bords usés, les lignes s'estompant. Un unique X marquait un endroit dans les montagnes, presque exactement là où les coordonnées GPS se terminaient. J'ai senti mon pouce accélérer. Quand je suis sorti du camion, l'air froid m'a frappé comme un avertissement. La nuit était calme, trop calme, comme si elle retenait son souffle. À l'intérieur de la maison, maman était assise à la table de la cuisine, fixant son thé d'un air absent. Elle semblait plus petite que dans mon souvenir. « Tu étais silencieuse chez le notaire », murmura-t-elle. « Ça va ?» J'ai hésité, puis j'ai forcé un sourire. « Je vais bien, maman. Juste fatiguée. » Elle a hoché la tête, mais je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. Avant d'aller me coucher, j'ai jeté un coup d'œil à la photo encadrée de nous sur le mur du couloir. Papa dans son costume habituel, le bras autour de Clara, sa main posée légèrement sur mon épaule comme une pensée après coup. J'ai murmuré, « Pourquoi, papa ?» Mais le silence n'a offert aucune réponse. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté éveillé, ressassant l'image de cette carte, ce simple X qui m'appelait. À 2 heures du matin, je me suis assise, j'ai attrapé mon téléphone et j'ai tapé les coordonnées dans Google Maps. Le refuge oublié, population 0. Un sentier oublié, fermé après un glissement de terrain des années auparavant. Alors pourquoi continuait-il à y aller? J'ai repris mon téléphone et j'ai appelé Clara. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, son ton sec. Amélie, il est au milieu de la nuit. Qu'est-ce que tu veux? Sais-tu quelque chose à propos du refuge oublié? Une pause, une longue. Puis, non. Pourquoi? Le camion de papa. Il continue de montrer cette route. Les mêmes coordonnées chaque semaine. Sa voix s'est durcie. Amélie, laisse tomber. Sérieusement, papa avait ses raisons. Quelles raisons? Celles qui ne te concernent pas, elle a raccroché. J'ai fixé mon téléphone, le cœur battant. Elle mentait. Je pouvais l'entendre. Et à ce moment-là, j'ai su que je n'allais pas laisser tomber. Quoique mon père est caché dans ces montagnes, j'allais le trouver. Le lendemain matin, le ciel était bas et gris, du genre qui pèse sur vos épaules comme un fardeau. J'avais à peine dormi, mais je m'en fichais. J'ai préparé un thermos de café, une lampe de poche, des gants et la vieille carte que j'avais trouvée. Puis j'ai pris les clés du camion. Maman dormait encore quand je suis parti. Un instant, j'ai hésité devant sa porte. Elle n'avait pas besoin d'un autre chagrin. Mais si mon père avait des secrets, elle méritait la vérité, même si elle nous brûlait toutes les deux. L'autoroute en sortant de Lyon s'étendait, longue et silencieuse. Les montagnes se profilaient au loin, coiffées de neige comme des fantômes d'un autre monde. Le camion cahotait sur les nids de poules, le moteur vrombissant doucement, têtu mais vivant, tout comme l'homme qui l'avait autrefois conduit. Le GPS me guidait de cette douce voie mécanique. Continuer sur 45 km. Chaque virage resserrait quelque chose dans ma poitrine. Ce n'était plus seulement de la curiosité. C'était une compulsion. À mi-chemin sur la route de montagne, le brouillard est tombé, engloutissant les arbres dans du blanc. L'air est devenu plus froid, plus rare. J'ai resserré ma prise sur le volant. Mon téléphone a perdu le signal. J'aurais dû faire demi-tour. N'importe quelle personne rationnelle l'aurait fait. Mais il y avait quelque chose de personnel là-dedans. 2 heures plus tard, le GPS a bipé. Destination atteinte. J'ai ralenti jusqu'à m'arrêter sur un étroit chemin de terre à peine assez large pour le camion. Des pins m'entouraient comme des sentinelles,
leurs branches lourdes de rosée. Le silence était suffocant. Pas d'oiseaux, pas de vent, juste le lent goutte-à-goutte de la neige fondante. Je suis sorti, mes bottes s'enfonçant dans la terre humide. L'air sentait le pin et la rouille. Quelque part au loin, j'ai entendu un ruisseau murmurer sous le brouillard. Puis je l'ai vu le faible contour d'un sentier disparaissant dans la forêt. Et à son bord, presque caché par des vignes envahissantes, se tenait un poteau en bois avec des lettres délavées. Le refuge oublié, accès privé. Un frisson a parcouru ma colonne vertébrale. J'ai attrapé ma lampe de poche, j'ai verrouillé le camion et j'ai commencé à marcher. Le sentier s'enfonçait plus profondément dans les bois, mon souffle formant des nuages blancs dans l'air. Chaque branche qui craquait me faisait sursauter. Après 20 minutes, j'ai vu quelque chose à travers les arbres, un éclat de métal. Je me suis frayé un chemin à travers les sous-bois jusqu'à ce que la forme apparaisse. Une cabane, petite, usée par le temps, mais intacte. De la fumée s'échappait paresseusement de sa cheminée. Quelqu'un était venu ici récemment. Mon cœur battait à tout rompre dans mes oreilles. Je me suis approché lentement, le craquement des feuilles trop fort dans le silence. Les fenêtres étaient couvertes de rideaux. Pas de lumière à l'intérieur, sauf le faible scintillement orangé d'un feu. « Bonjour » ai-je appelé doucement. Pas de réponse. Je suis monté sur le porche. Les planches ont grincé sous mon poids. Il y avait des empreintes de pas dans la poussière, grandes, fraîches. Celles de mon père. J'ai atteint la poignée de porte. Verrouillée. En faisant le tour de la cabane, j'ai trouvé une remise attenante à l'arrière. La porte était à moitié ouverte, les gonds rouillés. À l'intérieur se trouvaient des outils, des bidons d'essence, et autre chose. Une trappe cadenassée dans le sol. Mon pouce est accéléré. Ce qui était caché ici n'était pas censé être trouvé. Et pourtant, je me suis agenouillé, balayant la saleté du métal froid. Le cadenas était vieux, mais récemment utilisé. Quelqu'un était revenu. Quelqu'un qui ne voulait pas que ce secret voie le jour. J'ai regardé la trappe, le cadenas brillant faiblement sous ma lampe de poche. La remise sentait l'essence, la rouille, et quelque chose d'acide, comme du vieux sang imprégné dans le bois. Ma gorge s'est nouée. Toute pensée rationnelle me disait de partir, de rentrer chez moi, d'oublier que cet endroit avait jamais existé. Mais mon père était venu ici 47 fois. Il devait y avoir une raison. J'ai trouvé un pied de biche rouillé appuyé dans un coin, probablement laissé là des décennies auparavant. Mes mains tremblaient tandis que je le coinçais sous le cadenas. Le métal a gémi, puis avec un craquement sec, le cadenas a cédé. Une profonde expiration m'a échappé, mi-soulagement, mi-regret. J'ai ouvert la porte. De l'air froid s'est engouffré, vif et métallique, frôlant mon visage comme un avertissement. Le faisceau de la lampe de poche a percé l'obscurité en dessous. Des marches en bois descendaient vers ce qui ressemblait à un sous-sol, but the walls were lined with steel, not wood. Je suis descendu lentement, le bruit de mes bottes résonnant. La lumière a vacillé à travers la pièce, un générateur dans un coin, un petit bureau couvert de papier, des étagères de conserve. Mais ce qui a attiré mon attention n'était rien de tout cela. Sur le mur du fond se trouvait une autre porte, lourde, verrouillée, une porte en acier avec un clavier à côté. Un clavier. Ici, au milieu de nulle part. J'ai essuyé la poussière de l'écran. Il était alimenté, brillant faiblement en vert. 4 chiffres. J'ai hésité, pensant à n'importe quel nombre qui pourrait avoir une signification. Puis, par pur instinct, j'ai essayé ma date de naissance. 0729 bip. La serrure a cliqué. Mon souffle s'est coupé. La porte s'est ouverte en grinçant lentement, les gonds gémissant comme quelque chose qui se réveille d'un long sommeil. À l'intérieur, l'air est devenu plus froid, épais d'antiseptique et de décomposition. La lampe de poche tremblait dans ma main alors que j'entrais. La pièce était petite, sans fenêtre, bordée d'armoires métalliques, et au milieu se trouvait un lit d'hôpital. Des sangles pendaient sur les côtés. Le matelas était taché de brun foncé du vieux sang séché depuis longtemps. À côté, un plateau d'instruments chirurgicaux, scalpels, seringues, tubes, tous recouverts d'une pellicule de poussière. Mes genoux se sont dérobés. J'ai attrapé l'armoire la plus proche, l'ouvrant de force. À l'intérieur, des dossiers, des chemises étiquetées, recherche médicale du bois, confidentiel. L'écriture de mon père était partout. J'en ai ouvert un.
Il y avait des graphiques, des signes vitaux, et des photos d'une femme, pâle, faible, attachée à ce même lit. Griffonné au stylo sous sa photo se trouvaient les mots « sujet trop stable ». Réponse au traitement. Continuer les tests hebdomadaires. J'ai eu la nausée. Mon père n'était pas médecin. C'était un homme d'affaires. Quel traitement menait-il ici? J'ai tourné une autre page. Un rapport médical, à moitié brûlé, signé par lui. SSC, en attente d'évaluation. C'est alors que j'ai remarqué autre chose. Un petit médaillon en argent posé sur la table de chevet. Mes mains tremblaient en le ramassant. Il était terni, mais quand je l'ai ouvert, une minuscule photographie m'a regardé ma mère tenant un bébé. Mais le bébé n'était pas moi. Mon cœur s'est arrêté. J'ai reculé en chancelant, la lampe de poche vacillant, le faisceau balayant la pièce. C'est là que je l'ai entendu faible, mais indubitable le bruit de pneus crissant sur le gravier à l'extérieur. Quelqu'un d'autre était là. Le bruit des pneus sur le gravier a provoqué une vague de panique en moi. Je me suis figé, agrippant la lampe de poche comme une arme. Le faisceau tremblait contre le mur tandis que la poussière flottait dans l'air vicié. Personne n'aurait dû être capable de trouver cet endroit, à moins de le connaître déjà. J'ai éteint la lumière, plongeant le sous-sol dans l'obscurité, et je me suis plaqué contre le mur froid. Des pas ont résonné au-dessus lent, lourd, assuré. Puis un son familier, le grincement de la porte de la cabane. Je t'avais dit de ne pas te mêler de ça. Cette voix, basse, sèche, presque tremblante de fureur contenue, appartenait à Clara. Mon estomac s'est noué. Je suis restée silencieuse, osant à peine respirer tandis que ses pas traversaient le plancher au-dessus. Elle se parlait à elle-même, ou peut-être à lui en souvenir. Tu ne pouvais pas laisser les choses tranquilles, n'est-ce pas, papa? Il fallait toujours que tu caches tout. Les pas se sont dirigés vers la remise. La porte au-dessus de moi s'est ouverte. Je me suis caché derrière le lit en acier, mon cœur battant dans mes oreilles. Les marches en bois ont grincé. Puis je l'ai vu, sa silhouette se découpant dans la faible lumière de la porte ouverte, les cheveux attachés, la veste bien fermée. Dans sa main, elle tenait un pistolet. Amélie, dit-elle doucement, sa voix résonnant dans la cage d'escalier. Si tu es là-dessous, tu ferais mieux de sortir maintenant. Je suis restée silencieuse. Ne m'oblige pas à faire ça. Son ton s'est légèrement brisé, mais sa main n'a pas tremblé. Je pouvais sentir son parfum maintenant cher, familier, le même qu'elle portait le jour de la lecture du testament. Ce souvenir m'a tordu les entrailles. Je suis sorti lentement, levant les mains. Clara, qu'est-ce que tu fais ici? Son expression n'a pas changé. Je nettoie le désordre de papa. Encore. Quel désordre, ai-je demandé. Tu étais au courant de ça, n'est-ce pas? Elle a soupiré, abaissant le pistolet d'une fraction. Tu ne comprendrais pas. Il essayait de réparer quelque chose qui n'aurait jamais dû se briser. De quoi tu parles? Les yeux de Clara brillaient de colère, de chagrin et de quelque chose qui ressemblait à de la peur. La femme dans ses dossiers, ce n'était pas une inconnue, Amélie. C'était la sœur jumelle de maman. Les mots m'ont frappé comme une gifle. Quoi? Papa a essayé de la sauver après qu'elle est tombée malade. Des traitements expérimentaux. Illégaux. Il disait qu'il pouvait la ramener. Sa voix a baissé. Quand ça a échoué, il a tout enterré ici. Le laboratoire, le corps, tout. Et je l'ai aidé. J'ai fait un pas chancelant vers elle. Tu l'as aidé? Il disait que c'était pour la famille, a-t-elle dit, les lèvres tremblantes. Pour le sang. Mais quand il a réalisé ce qu'il avait fait, il ne pouvait plus vivre avec. C'est pour ça qu'il t'a laissé le camion. Pourquoi moi, ai-je murmuré. Parce qu'il savait que je garderais le secret, dit-elle amèrement. Et que toi, tu ne le ferais pas, le pistolet s'est de nouveau levé, son doigt se resserrant sur la gâchette. Clara, s'il te plaît, ai-je dit, les larmes me piquant les yeux. Il avait tort. On peut dire la vérité. On peut mettre fin à tout ça. Elle a secoué la tête. Non, Amélie. Certaines choses ne peuvent pas être réparées. Certaines choses valent mieux être laissées enfouies. Derrière elle, la faible lueur orange du feu crépitait dans la cabane au-dessus, elle avait laissé le poêle allumé. Clara, le feu. Reste en arrière. Sa voix s'est brisée en un cri.
Elle a reculé vers les escaliers, le pistolet tremblant, des larmes coulant sur ses joues. J'ai tendu la main. Tu n'es pas obligé de faire ça. Si, je le suis, a-t-elle pleuré. Je suis la seule qui reste qui le comprenne. Puis elle a appuyé sur la gâchette. Le son a explosé dans le sous-sol. La balle a frappé le mur à quelques centimètres de ma tête, projetant de la poussière et des étincelles. Et avant que l'une de nous puisse réagir, le feu d'en haut a rugi, dévorant le plancher. Les flammes ont léché les fissures, et la fumée a envahi la pièce. Nous nous sommes figés toutes les deux, réalisant trop tard ce qui se passait. Le passé, tout ce que notre père avait construit, tout ce qu'il avait caché, brûlait en direction de nous. Les flammes déchiraient le plafond comme une chose vivante, des langues brillantes léchant le bois et faisant couler des cendres en fusion dans le sous-sol. La fumée dévalait la cage d'escalier en vagues épaisses et suffocantes. Clara a crié, trébuchant en arrière alors qu'une partie de l'étage supérieur s'effondrait, projetant des étincelles sur les murs métalliques. « C'est toi qui l'as déclenché » a-t-elle crié en toussant. « C'est toi qui as fait ça. »« Non » ai-je hurlé en retour, la voix rauque. « Clara, il faut qu'on sorte. » Je me suis jeté vers elle, mais le pistolet tremblait toujours dans sa main. « Ne me touche pas » a-t-elle haleté. « Tu gâches toujours tout. » La chaleur a frappé comme un mur. La porte métallique derrière moi est devenue orange, l'air devenant trop rare pour respirer. J'ai toussé fort, les yeux larmoyants, les poumons en feu. « Clara, écoute-moi » ai-je crié par-dessus le rugissement. « Papa n'est plus là. Quoi qu'il cachait, c'est fini. S'il te plaît, on peut s'en aller. » Elle a hésité, ses yeux allant de moi à la cage d'escalier. Une poutre du plafond a gémi au-dessus de nous, se fendant avec un bruit de tonnerre. Il voulait la sauver, Amélie. La voix de Clara s'est brisée en un sanglot. Il voulait réparer ce qui était arrivé à tante Rose. Il a dit que si je l'aidais, il me pardonnerait. Te pardonner quoi? Elle a secoué la tête violemment. D'avoir été celle qui lui a donné la mauvaise dose. C'est de ma faute si elle est morte. L'aveu a frappé plus fort que la chaleur. J'ai fait un pas de plus. Clara, ce n'était pas de ta faute. Tu avais 17 ans. Tu ne savais pas, il le savait, a-t-elle murmuré, des larmes traçant des sillons dans la suie. C'est pour ça qu'il a commencé les expériences. Pour la ramener. Pour que j'expie. Elle a levé les yeux vers moi, le pistolet baissé, le visage s'effondrant de chagrin. Et maintenant, tu vas tout gâcher. Soudain, la poutre du plafond au-dessus d'elle a de nouveau craqué. Clara, ai-je crié. Elle s'est effondrée, pas complètement, mais suffisamment pour la faire tomber. Le pistolet a glissé sur le béton. Je me suis précipité en avant, attrapant son bras. La fumée était insupportable maintenant, épaisse, noire, pleine d'étincelles. Allez, ai-je crié. Il faut y aller. Elle a lutté faiblement. Laisse-moi, a-t-elle toussé. Toi, tu survis toujours, Amélie. Toujours. Arrête de dire ça, ai-je pleuré en la traînant vers les escaliers. Tu ne vas pas mourir ici. Elle m'a regardé, les yeux vitreux, le visage illuminé par la lumière vacillante du feu. Peut-être que je devrais. Peut-être que c'est ce qu'il voulait. Non, ce qu'il voulait est mort au moment où il a commencé à nous mentir. J'ai essayé de la faire monter les marches, mais la structure a gémi. L'escalier a tremblé, à moitié consumé. La poutre au-dessus du lit en acier s'est effondrée, projetant une tempête de braise. Le feu dévorait l'oxygène maintenant. Chaque respiration me brûlait la gorge. J'ai attrapé les épaules de Clara. S'il te plaît, je ne peux pas te perdre aussi. Pendant une brève seconde, son expression s'est adoucie, quelque chose de fragile perçant à travers la folie. Puis, derrière nous, un réservoir de gaz dans le coin a sifflé. L'explosion a été assourdissante. L'onde de choc m'a projeté en arrière, me heurtant contre le mur. Mes oreilles bourdonnaient, le monde tournait dans la fumée et les flammes. À travers la brume, j'ai vu Clara allongée près des marches, immobile. Clara, ai-je toussé, rampant vers elle, les poumons hurlant pour avoir de l'air. Mais le feu avait coupé la sortie, un mur de flammes rugissant entre nous. J'ai tendu le bras aussi loin que possible, mes doigts effleurant les siens pendant une seconde avant que la chaleur ne me force à reculer. Je suis désolé, ai-je crié. Je suis tellement désolé. Elle n'a pas bougé.
la dernière chose que j'ai vue avant de trébucher vers la trappe extérieure était son visage, calme, presque paisible, comme si elle avait enfin cessé de combattre des fantômes que ni l'une ni l'autre ne pouvaient sauver. J'ai ouvert la trappe d'un coup de pied, jaillissant dans la nuit alors que la cabane au-dessus explosait en un panache de feu et de fumée. L'air froid de la montagne m'a frappé comme de la glace. Je me suis effondré à côté du camion, haletante, toussant, tremblant de manière incontrôlable. Derrière moi, la cabane brûlait plus fort que les étoiles. Et quelque part au fond de cet enfer se trouvaient tous les secrets que notre père avait tenté d'enterrer, et la sœur que je ne pouvais plus sauver. Les pompiers sont arrivés 40 minutes plus tard, les sirènes résonnant dans la vallée, les gyrophares clignotant à travers les pins brumeux. J'étais assise sur le gravier, enveloppé dans une couverture que je sentais à peine, fixant la cabane en feu pendant que les pompiers passaient en courant. Leurs voix se sont transformées en un brouhaha statique. La structure est instable. Attention au mur arrière. Y a-t-il encore quelqu'un à l'intérieur? Et tout ce que je pouvais faire, c'était secouer la tête. Ma sœur, ai-je croassé? Elle était encore en bas. Un officier s'est agenouillé à côté de moi, les yeux sombres sous son casque. Nous ferons tout ce que nous pouvons, madame, mais il n'est pas sûr de retourner à l'intérieur. J'ai hoché la tête, engourdi, serrant la couverture plus fort. L'air nocturne me mordait la peau, mais rien ne semblait réel. La montagne qui avait autrefois semblé paisible se dressait maintenant comme un monument à tout ce que j'avais perdu. Les péchés de mon père, la culpabilité de Clara, ma propre impuissance. Des heures ont passé avant que le feu ne se calme suffisamment pour qu'il puisse entrer. Quand le chef est revenu, son visage m'a tout dit avant même ces mots. Nous avons trouvé des restes, a-t-il dit doucement. Mais il est impossible de confirmer les identités avant le retour des analyses du laboratoire. Je suis désolé. Je n'ai pas pleuré. Il n'y avait plus de larmes. Juste une douleur vide, creuse et sans fin. À l'aube, le site était bouclé avec du ruban jaune. Des voitures de police bordaient la route étroite. Des journalistes se rassemblaient déjà au début du sentier, criant des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. Mademoiselle Dubois, est-il vrai que votre père était impliqué dans des expériences médicales illégales? Votre sœur était-elle suspecte? Pensez-vous que c'était un accident? Je n'ai rien dit. J'ai juste regardé la fumée s'enrouler dans le ciel pâle du matin. 2 inspecteurs m'ont interrogé pendant des heures à la gendarmerie de Grenoble. Je leur ai tout raconté. Le testament, le GPS, les dossiers, le laboratoire. Ma voix s'est brisée lorsque j'ai décrit Clara. Ils ont échangé des regards, prenant des notes. Vous dites que votre père et votre sœur menaient des expériences médicales sans licence? Oui. Avez-vous des preuves? Plus maintenant. J'ai fait un geste vers la fenêtre où le panache noir maculait encore l'horizon. Tout a disparu. Quand ils m'ont finalement relâché, je suis rentré chez moi en silence. Le moteur du camion ronronnait doucement, comme un écho de lui, de tous ces secrets qui me suivaient. Maman attendait à la porte quand je suis arrivé. Ses yeux se sont écarquillés quand elle a vu la suie, les coupures sur mes mains. Amélie, que s'est-il passé? J'ai craqué alors, vraiment craqué. Les mots ont jailli comme une inondation, les irrépressibles. Je lui ai tout dit. Le sous-sol, les expériences, le feu. Clara. Quand j'ai eu fini, maman s'est affaissée sur une chaise, pâle comme la lune. Elle a pressé une main sur sa bouche. Il m'avait promis que c'était fini, a-t-elle murmuré. Il a dit qu'il avait arrêté après la mort de ta tante. Il n'a pas arrêté, ai-je dit doucement. Il l'a juste caché. Elle a levé les yeux vers moi, les yeux rouges et brillants. Et Clara? J'ai dégluti difficilement. Elle n'a pas survécu. Son sanglot a rempli la pièce, petit, brisé, le son de quelque chose qui cède enfin. Je me suis agenouillé à côté d'elle, enroulant mes bras autour de ses épaules. Pour la première fois depuis des années, nous nous sommes accrochés l'une à l'autre. Pas de mensonge, pas de fierté, juste 2 survivantes tenant les morceaux de ce qui restait. Cette nuit-là, je suis resté dehors, regardant l'horizon s'effacer dans l'obscurité. Les étoiles étaient faibles derrière la fumée flottante. Je pouvais encore sentir l'odeur du feu sur mes vêtements, sentir la chaleur sur ma peau. J'ai murmuré dans l'air froid, c'est fini, papa. Quoi que tu aies essayé de réparer, quoi que tu aies détruit, c'est fini. Mais même alors que les mots quittaient ma bouche, je savais la vérité.
certains feux ne meurent pas quand les flammes s'éteignent. Ils vivent dans votre sang. Et le mien ne brûlerait plus jamais de manière pure. 6 mois se sont écoulés avant que je puisse remonter la montagne en voiture. À ce moment-là, l'hiver avait fondu pour laisser place au printemps, et la route vers le refuge oublié était de nouveau ouverte. L'air sentait la terre humide et la sève de pin. Les oiseaux chantaient là où les sirènes avaient autrefois hurlé, mais la cabane avait disparu. Il ne restait qu'une parcelle de terre noircie, un tas de métal tordu et une unique fondation en béton marquée par la fumée. J'ai garé le vieux camion à quelques mètres de là. C'était toujours le même véhicule que mon père m'avait laissé cabosser, fidèle et lourd de fantômes. Quand j'ai coupé le contact, l'écran du GPS a vacillé une seconde, comme s'il se réveillait d'un sommeil. Le dernier itinéraire brillait faiblement sur l'écran. Le refuge oublié. J'ai appuyé sur supprimer. Pour la première fois, il est resté vide. Le vent murmurait à travers les arbres brûlés alors que je traversais la clairière. Chaque pas crissait sur du verre brisé et des cendres. Quelque part sous ce sol se trouvaient les secrets qui avaient détruit ma famille. L'obsession de mon père, la culpabilité de Clara, le chagrin de ma mère. Je me suis agenouillé, posant ma main sur le sol froid. Je vous pardonne, ai-je murmuré, à lui, à elle, à moi-même. Les mots ont tremblé, mais n'ont pas cédé. Quand je suis rentré à Lyon, maman avait commencé à s'occuper d'un petit jardin derrière notre maison de location. Elle se déplaçait plus lentement ces jours-ci, mais il y avait une paix sur son visage que je n'avais pas vue depuis des années. Parfois, quand je l'aidais à planter de nouvelles fleurs, elle me jetait un regard et souriait tristement. « Tu ressembles de plus en plus à ton père chaque jour, » disait-elle. Et pour la première fois, ça ne faisait pas mal. J'ai trouvé du travail dans un centre de santé communautaire. Rien de luxueux, juste une petite clinique où je pouvais de nouveau utiliser mes mains pour quelque chose de bien. Je soignais des gens qui me rappelaient nous les brisés, les fatigués, ceux qui portaient des blessures invisibles. Dans leur visage, je voyais le reflet de ce que ma famille aurait pu être si l'amour avait été plus fort que l'orgueil. Chaque soir après le travail, je conduisais le vieux camion sur les routes de campagne à l'extérieur de la ville. Le ronronnement du moteur était régulier, maintenant réconfortant. Autrefois, je l'aurais échangé contre n'importe quoi d'autre que mon père possédait. Maintenant, il me semblait que c'était la seule chose honnête qu'il m'ait jamais laissée. Un soir, alors que le soleil plongeait derrière les montagnes, je me suis arrêté et je me suis assise sur le capot, regardant l'horizon se fondre en ambre et violet. L'air était frais, du genre qui porte à la fois la promesse et le souvenir. J'ai sorti le médaillon en argent que j'avais sauvé du sous-sol, celui avec la photo de ma mère et du bébé qui n'était pas moi. Le métal s'était assombri, la charnière était presque rouillée, mais je le portais toujours. Non pas pour ce qu'il signifiait alors, mais pour ce qu'il signifie maintenant. Un rappel que les liens du sang peuvent se tordre. Les secrets peuvent brûler. Mais le choix. Le choix est ce qui nous définit. J'ai murmuré dans le vent du soir, « Tu as perdu ton chemin, papa. » Mais pas moi. La portière du camion a grincé quand je suis remonté. Le moteur a crachoté, puis a pris, son grondement bas résonnant dans la vallée. Alors que je roulais sur la route déserte, les phares traçaient 2 fines lignes de lumière dans l'obscurité. Un chemin vers l'avant. Certaines personnes héritent de l'argent. D'autres héritent de la culpabilité. Moi, j'ai hérité d'un camion rempli de fantômes et de la vérité qui nous a presque tous consumés. Mais ce qu'il y a avec le passé, c'est ceci, il ne peut pas vous poursuivre éternellement. Finalement, la route tourne, et le feu s'éteint derrière vous. Cette nuit-là, alors que les lumières de la ville de Lyon apparaissaient au loin, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis la lecture du Testament. Pas de la colère, pas de la peur, mais du calme. Un calme réel, tranquille. J'ai tendu la main sur le siège et j'ai posé une main sur le volant en cuir craquelé, murmurant doucement, « Il n'y a plus que toi et moi maintenant, mon vieil ami. » Le camion a grondé, stable et fort, me ramenant à la maison. Et pour la première fois depuis la mort de mon père, j'ai réalisé que peut-être l'héritage qu'il voulait me laisser n'était ni l'argent, ni la propriété, ni un nom. Peut-être que c'était cette route elle-même, le courage de la suivre où qu'elle mène.